Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page Inter. Le Conseil des ministres s'est réuni hier vendredi sous la présidence du président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été examinés et adoptés. Les conclusions dans ce journal. Déclaration ce matin au siège de l'UDR Tabat des jeunes MRN qui sont revenus sur le vote de la question de confiance par la représentation du peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est donc réuni vendredi dernier sous la présidence du président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été examinés. Vous suivrez en partie magazine de cette édition la synthèse de la réunion. Cela dit, les jeunes MRN réunis en session extraordinaire au siège de l'UDR Tabat ont rendu public ce matin une déclaration. Ils sont revenus sur le vote de la question de confiance par l'Assemblée nationale et apportent leur soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou. La teneur avec Serge Siti, président régional MRN. Très attaché à la valeur humaine, au caractère sacré de la personne humaine, tel énoncé dans notre Constitution, aux droits de l'homme dans leur totalité, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous, jeunesse MRN de Niamey, restons profondément attristés par la tragique disparition de nos 92 compatriotes survenus dans le désert. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, pour le repos de l'âme des disparus. C'est le lieu pour nous ici de saluer le courage et le sens de responsabilité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Brigitte Raffini, pour l'offre de cette quiétude sociale. C'est le lieu pour nous ici de féliciter les représentants du peuple pour leur sens élevé de nationalisme et de hauteur d'esprit dont ils ont fait preuve. C'est le lieu pour nous ici de saluer et d'encourager son Excellence le Président de la République et son gouvernement pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour la recherche du bonheur du peuple. Politique toujours dans cette édition, la coordination régionale du Modène FA, Lumana de Maradi, a également rendu public une déclaration de soutien au gouvernement d'union nationale et au président de la République, Issoufou Mahamadou. La teneur avec Ibrahim Issa, membre de la coordination régionale Lumana de Maradi. Nous, jeunes et femmes, militantes et militants du Modène FA Lumana Africa de la région de Maradi, réunis ce samedi 16 novembre 2013 en vue d'examiner la situation sociopolitique de notre pays. Faisons la déclaration suivante. Après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7e République, dit gouvernement d'union nationale, sommes surpris de la décision active de notre bureau politique consistant à suspendre les activités de nos ministres. Regrettons la décision précipitée du bureau politique national engageant notre rupture d'avec la MRN. La décision impopulaire de la conférence régionale tenue à Guidarumji pour l'exclusion des camarades parmi les plus méritants du parti. Vu les difficultés dans lesquelles végète le peuple nigérien, vu la nécessité d'avoir une ligne harmonieuse pour son développement, en recommandant au bureau politique national de reconsidérer sa position. En vue de tout ce qui précède, nous apportons notre attachement et notre soutien indéfectible au gouvernement d'union nationale
dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Réaffirmons notre attachement sans condition au parti Lumana FA Africa. Félicitons et encourageons le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, pour avoir obtenu la libération des otages enlevés à Arlit il y a 3 ans. Déplorons la mort tragique des migrants nigériens, dont de nombreux enfants dans le désert impitoyable. Apportons nos sincères condoléances éplorées des victimes et associons nos prières à celles de tous les Nigériens pour que leur âme repose en paix. Nous prions Allah le tout miséricordieux pour la paix et la sécurité règne, pour que la paix et la sécurité règnent au Niger. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive le modèle FA Lumana Africa! Vive le Niger! Voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Jidoud Iliassou. Il est le secrétaire général, deuxième adjoint du syndicat national des agents du Trésor. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, monsieur. Le syndicat national des agents du Trésor vient de déposer un préavis de grève de 48 heures au bureau du ministre des Finances. Quels sont les motifs de ce préavis? Les motifs de ce préavis de grève est que tout syndicat, tout membre, tout bureau exécutif national d'un syndicat nouvellement installé doit être reçu par son autorité de tutelle. Donc, notre autorité de tutelle, c'est le ministre des Finances. Ça fait presque 1 an de cela qu'un nouveau bureau exécutif national a été installé. On a fait une demande pour se présenter auprès du ministre, qui est notre partenaire. Cette demande n'a jamais eu de suite. Après le dépôt de cette demande, nous avons adressé 2 demandes d'audience au ministre des Finances, qui n'a pas donné suite à ces demandes-là. Après tout cela, nous avons encore déposé une plateforme revendicative minimale ici du Congrès qui nous a élus. Cette demande aussi, cette plateforme aussi n'a pas reçu de suite par monsieur le ministre des Finances. C'est pourquoi nous avons jugé de passer à la vitesse supérieure et de déposer ces préavis de grève d'avertissement de 48 heures hier. Donc voilà, vous venez là d'évoquer un certain nombre de problèmes que vous viviez au niveau de la direction générale du Trésor et de la comptabilité. Peut-on savoir lesquels? Bon, nous avons beaucoup de problèmes. Vous savez, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à l'instar de toutes les directions générales du Trésor des pays membres de l'UEMOA, ont initié des réformes allant dans le sens de moderniser la gestion de la comptabilité publique et harmoniser aussi les écritures dans tous les réseaux comptables de l'UEMOA. Mais on constate que le ministre des Finances ne tient pas compte de cette réalité d'une compétition des pays de l'UEMOA pour harmoniser et moderniser leur comptabilité au niveau national chacune. Donc on constate par exemple que en 2010, le budget alloué à la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique était d'environ 10 milliards de francs CFA. Cette année qui est en train de s'écouler là, ce n'est que 800 millions qui sont mis à la disposition, alors que le ministère des Finances et le gouvernement de la République veulent obtenir une modernisation très rapide des systèmes comptables. Ensuite, par exemple, toujours dans le cadre de ces problèmes, nous avons des trésors régionaux, tels que le trésor régional de Difa et de Dosso, qui n'ont toujours pas de locaux. C'est une situation que nous déplorons, un trésor régional sans local. Il y a des risques que nous soyons expulsés. Et ensuite, on a aussi d'autres problèmes. Le ministère des Finances vient de rejeter les crédits
délégués à allouer aux différents trésors départementaux au niveau du département, ce qui peut avoir un impact sur les salaires du mois qui est en train de finir là. Parce que si les comptables des départements n'ont pas reçu les allocations en carburant pour leur permettre d'aller vers les régions acheminer leurs salaires, cela peut avoir un impact et entraîner un retard dans le paiement des salaires du mois qui est en train de finir. Donc, c'est pour tous ces problèmes qui nous inquiètent et qui sont urgents que nous avons demandé de recevoir le ministre, qui n'a jamais donné suite à nos demandes d'audience. Vous avez un dernier mot? Bon, les derniers mots que j'ai à dire, c'est surtout à dire au ministre des Finances que les syndicats sont des partenaires sociaux et qu'ils doivent faire partie intégrante de la priorité de sa mission à la tête du ministère des Finances, et que les partenaires sociaux que nous sommes ne doivent pas être négligés à ce point. Et ensuite, je lance un appel aux camarades pour rester mobilisés, car les droits ne s'acquièrent pas facilement, ils s'arrachent. Et pour qu'ils s'arrachent, il faut que tout le monde soit solidaire et que nous regardions ensemble afin d'aboutir à notre but de la résolution de nos problèmes. Voilà, donc merci Monsieur Jidoud Ilyassou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général, deuxième adjoint du syndicat national des agents du Trésor. C'est moi qui vous remercie. Cela dit, la suite de cette édition, le comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, a tenu ce matin les assises de son assemblée générale ordinaire. Au cours de ces assises, le comité fera le bilan de l'année écoulée et étudier les propositions pour l'année à venir. Compte rendu Isdor Banaba, Soumaïla Dandi. Au cours de cette assemblée générale ordinaire du comité olympique et sportif national du Niger, les représentants des fédérations sportives membres du COSNI et anciens acteurs clés du sport nigérien vont adopter le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de juin 2013, présenter et adopter le rapport d'activité du secrétaire général de février 2012 à octobre 2013 et du rapport financier de février 2012. C'est donc une rencontre d'une importance capitale pour le sport nigérien, en témoigne la présence du ministre des Sports, qui a d'ailleurs été félicité par le COSNI pour sa nomination. Ces assises du COSNI ont été mises à profit par son président pour faire le point sur les rapports conflictuels qui l'ont miné. Permettez-nous aussi de profiter de cette tribune pour nous féliciter que les rapports conflictuels que nous avions connus il y a quelques années sont loin, très loin derrière nous, même s'il faut encore déplorer l'existence de quelques foyers que la commission d'éthique, de discipline et de prévention et règlement des conflits du COSNI est en train de traiter en rapport avec les fédérations concernées sous le contrôle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Procédant à l'ouverture de cette assemblée générale ordinaire, le ministre des Sports a déploré les résultats peu reluisants du sport nigérien sur le plan international. Il a tout de même salué Ide Isaka, secrétaire général du COSNI, élu récemment à la Fédération mondiale du taekwondo. Le ministre Abdul Karim Damalam espère que de ces assises sortiront des propositions franches qui contribueront à faire rayonner le sport nigérien. Nous devons donc de renforcer le partage des responsabilités et tisser des liens plus étroits entre les composantes de la communauté sportive afin que nos actions permettent de franchir un pas essentiel. Dans cette démarche, voudrais-je inviter le Comité olympique et sportif du Niger, organe fédérateur du mouvement sportif nigérien par excellence, à saisir l'occasion de la tenue de ces assises pour engager, au-delà des points inscrits à l'ordre du jour, des échanges francs et sincères sur l'organisation actuelle du mouvement sportif qui, comme vous le savez, est largement perfectible. Je vous demande de prospecter les pistes promoteuses de succès
afin que les prochains Jeux olympiques soient pour notre pays le déclic des médailles au niveau des disciplines que vous choisirez d'engager. Ces assises de l'Assemblée générale du Comité olympique et sportif national du Niger seront un nouveau point de départ pour la promotion d'une cohésion au sein du secteur sportif en vue d'obtenir des meilleurs résultats lors des prochaines compétitions. Visite ce matin du syndicat national des agents du Niger, SNEN, sur le site de construction de logements sociaux des enseignants. Objectif, faire découvrir la cité aux membres de la délégation du syndicat national des enseignants du Burkina Faso en visite au Niger. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Ibrahim Ide. Présenter les fruits de labeur des enseignants du Niger regroupés au sein du syndicat national des enseignants du Niger, ISNEN, à travers cette somptueuse cité bâtie sur le lotissement Yassalam aux membres du syndicat Frères venus du Burkina Faso. C'est le sens de cette visite de terrain initiée par les membres d'ISNEN sur leur propre cité. Né de la volonté d'ISNEN, notamment dans sa dimension sociale, ces logements sociaux s'inscrivent dans le vaste programme d'ISNEN, un enseignant, une maison. La cité SNEN a pris forme et il y a même des habitants qui ont commencé à la fréquenter. Et nous sommes aujourd'hui très ravis, en tout cas, de voir qu'un projet que nous avons imaginé au niveau du SNEN, qui est aujourd'hui devenu une réalité et qui est en train de faire école aussi dans la sous-région. Et ça y va en tout cas de la crédibilité de notre syndicat, qui, au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, va aussi dans le domaine de la coopérative. Cette dimension sociale d'ISNEN qui force l'admiration à travers la matérialisation de ce projet fait écho dans la sous-région et est en passe d'être calquée par les structures syndicales étrangères comme celle du Burkina Faso. En tant que structure syndicale soucieux du bien-être de nos membres, nous avions par nous-mêmes tenté de prospecter le terrain et voir est-ce que ailleurs, il n'y a pas d'autres expériences qui soient meilleures à ce qui se fait chez nous. C'est ainsi qu'avec nos camarades du SNEN, après des échanges, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une expérience heureuse qui se mène ici au Niger. Nous avons estimé nécessaire de faire le déplacement, de venir sur le terrain et de voir de visu ce qui est réalisé, comment ils se sont organisés pour bâtir cette cité que nous avions visitée ce matin et pour en tout cas laquelle nous avions de l'admiration. Cette cité d'ISNEN compte une typologie de maisons proportionnellement aux différentes bourses des enseignants du Niger. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement aux syndicats parce qu'ils ont donné un exemple qu'on peut réussir avec la détermination. Cette cité a été réalisée aussi avec le SNEN. Les plans, on les a fait ensemble. Les esquisses de plans, on les a fait ensemble. Les types de maisons, on les a fait ensemble. Pour les devis, on les a fait ensemble pour un peu les caler par rapport à la capacité des souscripteurs. Donc il y a 3 types de logements. Des F2, une chambre-salon. Des F3, 2 chambres-salon. Et des F4, 3 chambres-salon. Et toutes ces maisons sont extensibles. Ce rêve nourri longtemps par les enseignants du Niger, qui est celui d'avoir leur propre toit, est devenu une réalité pour certains. Moi, je suis le premier habitant ici, de la cité SNEN. Je suis venu depuis le 23 juin. Donc, vraiment, il n'y a pas de grand problème. La vie est normale ici comme à Niamey. Donc, pour moi, vraiment, c'est un grand soulagement. Parce que je suis chez moi. Donc, je suis soulagé de payer le loyer. Lancé officiellement en mars 2012, ce chantier de la cité ISNEN compte déjà 153 maisons construites et d'autres en phase de finition ou encore en cours de construction. Cette construction des logements sociaux est à mettre à l'actif d'ISNEN qui, au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, s'active au mieux à améliorer leurs conditions de vie. Cérémonie de réception de 4 classes à Dokimana, un village situé dans la commune urbaine de Saï, un don du Japon qui vise à offrir aux élèves du CEG Dokimana des meilleures conditions d'études. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Taïro Amadou et Boubacar Souley. 4 belles classes construites en matériaux définitifs
équipés et électrifiés, 2 grands bureaux, une grande salle de réunion auxquelles s'ajoutent 2 blocs latrines. Tel est composé ce don de la coopération japonaise en collaboration avec l'ONG Agropast au Collège d'enseignement général de Dokimana. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'aide publique au développement initiée par le Japon. Se réjouissant de la construction de ces infrastructures, le secrétaire général de la préfecture de Sai a vivement remercié le Japon pour ce don combien important. Je voudrais au prime abord, en même temps que vous appréciez la qualité des bâtiments qui ont été mis à la disposition des élèves, du personnel enseignant et de l'administration du CEG de Dokimana. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien dit le maire de la commune urbaine de Sai, les 4 classes construites sont suffisamment spacieuses pour contenir les élèves. Le directeur, le surveillant sont logés dans les bureaux de qualité et les enseignants sont à l'abri des intempéries. Monsieur le Président de l'ONG Agropast, pour nous, vous avez apporté 2 innovations en construisant ces classes. La première est l'intérêt que vous avez apporté aux établissements scolaires, contrairement à d'autres ONG qui n'interviennent qu'à l'éducation primaire. La seconde, et non des moindres, est l'installation de l'énergie solaire dans le monde rural. Les 4 panneaux et les 4 batteries que vous avez placées sont venus révolutionner le CEG de Dokimana. Prenant la parole, le directeur exécutif de l'ONG Agropast a rassuré les généraux donateurs de la détermination du comité de gestion de Dokimana à prendre grand soin d'infrastructures et des équipements. Notre souci à la signature du contrat était de moderniser le CEG de Dokimana et d'en faire un joyau. Pour nous, l'amélioration du cadre de travail du personnel enseignant, du personnel administratif et des élèves passe nécessairement par les réalisations que vous avez aujourd'hui en face de vous. À l'intérieur de ces infrastructures, nous avons placé, grâce à l'appui de notre distingué partenaire, je vais parler de l'ambassade du Japon au Niger, nous avons placé 103 tables bancs, 6 bureaux, 25 chaises métalliques, 8 armoires également métalliques, 4 tables de conférence. L'innovation que nous avons apportée est l'électrification de l'établissement en énergie solaire à travers 4 panneaux et 4 batteries, et tout ceci pour un coût global d'un peu plus de 35 millions. Que l'entretien des infrastructures et de l'équipement incombe à la population de Dokimana à travers son comité de gestion du CEG. Nous ne doutons pas un instant de leur capacité de le faire. La construction de ces 4 classes bien équipées constitue un grand soulagement pour toute la population de Dokimana, notamment aux élèves qui laissent derrière eux pour toujours les classes en paillotte. Sur un tout autre plan, fin hier à Alternative Espace Citoyen de la session budgétaire 2013. Placée sous le thème « Placer les droits humains dans le budget national ». Cette session a permis de formuler plusieurs recommandations. Issa Mustafa Imran Maïga. Placer les droits humains dans le budget national, thème central de cette session budgétaire citoyenne organisée par Alternative Espace Citoyen. Pendant donc 3 jours, les participants ont parcouru le budget afin de relever les constats et recommandations suivants. Le projet de budget 2014 paraît très peu réaliste au regard du faible taux d'exécution des budgets antérieurs, mais aussi au regard de l'absence de mesures nouvelles permettant de croire que les difficultés liées à la mobilisation des ressources et à la consommation des crédits seraient jugulées en 2014. 2.
La hausse des recettes internes est tirée essentiellement par une hausse de la part de la TVA dans les ressources internes, 210 milliards. Cette hausse vient en partie des nouvelles mesures prises dans le secteur de la téléphonie, mais on se demande si d'autres produits ne seront pas concernés. La contribution du secteur minier et pétrolier au budget de l'État reste encore très faible, démontrant que la nécessité pour le Niger de renégocier les contrats pour accroître les recettes publiques. L'analyse du projet de budget 2014 montre clairement que les engagements envers les secteurs sociaux sont loin d'être respectés. Les dépenses d'éducation ne représentent que 15,5% du projet de budget contre un engagement de 25%. Après donc ces constats et recommandations faits pour placer le citoyen nigérien dans ses droits à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et autres droits inaliénables prévus par la Constitution du Niger, c'est avec un satisfait que Moussa Tchangari nous résume les points saillants de la session, remercie surtout la présence des députés. L'examen du budget de l'État, c'est d'abord une prérogative du Parlement. Et le Parlement est en train d'accomplir, d'exercer cette fonction à ce moment. Mais même si c'est une prérogative du Parlement, les citoyens aussi doivent s'intéresser au budget et faire des recommandations. La présence de parlementaires parmi nous témoigne qu'ils sont conscients, qu'ils acceptent que les citoyens ont leur mot à dire et qu'eux, en tant que représentants des citoyens, ils sont là pour relayer ce que nous pensons. Et donc, je formule le vœu que les députés nationaux se fassent écho de ce que nous avons convenu, qu'ils défendent avec acharnement au niveau du Parlement ces propositions minimales qui ont été faites, et ce, dans l'intérêt de notre pays. Et concernant ces élus du peuple qui font la promesse très prochaine de participer à cette session budgétaire. Nous allons prendre l'engagement de trouver un espace pour que les résultats, que les conclusions de vos travaux soient partagés, non pas avec quelques élus que nous sommes ici, mais avec même les parlementaires. Nous allons faire des propositions pour qu'il y ait une journée de partage au niveau du Parlement pendant la session budgétaire. Vous savez que le budget est tellement important que la Constitution a prévu une session spéciale rien que pour le budget. Cette session que nous sommes en train de faire, c'est une session budgétaire. C'est 2 mois qui sont consacrés à l'examen des ressources de l'État. Comment est-ce que l'État entend mobiliser ses ressources et surtout comment est-ce qu'il entend les dépenser. Rendez-vous est donc pris pour les participants en 2014 pour une autre analyse citoyenne beaucoup plus critique mais surtout objective, cette fois-ci à la place de la concertation pour démontrer tout leur sérieux à propos de cet exercice. Clôture hier du Forum national sur la protection sociale. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin des travaux. Précision avec la télévision Dunia. Discuter et trouver des solutions pour la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. C'est l'objet principal des 4 jours des travaux du Forum national sur la protection sociale au Niger. Dans un communiqué final, l'assistance a eu droit d'abord à un rappel sur la cérémonie d'ouverture et les résultats des travaux, puis une lecture des recommandations générales. Mettre en place un plan de mise en œuvre globale de la politique nationale, et cela se traduit par l'élaboration d'un plan d'action global pour tous les axes, faire une programmation opérationnelle avec des stratégies cohérentes d'ensemble, élaborer des plans d'action visant à accroître la résilience et favoriser l'adoption de décrets d'application et de lois distinctives. De renforcer le leadership de l'État dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Et cela à travers donc la coordination des interventions des partenaires, à procéder à un transfert de compétences et de ressources au niveau des collectivités, à renforcer le rôle, n'est-ce pas, des communes, à créer des conditions de bonne gouvernance au niveau des actions de protection sociale. 3. À renforcer l'action des acteurs de la protection sociale, et cela donc
à travers la finalisation de la loi d'orientation sur la protection sociale, mener des actions de plaidoyer au niveau des décideurs, sensibiliser les populations sur l'intérêt de la protection sociale, proposer des mécanismes de financement innovants ou complémentaires. S'en est suivi la présentation de la feuille de route qui comprend plusieurs points, dont entre autres quelques grilles de communication. Au nom des partenaires sociaux, Koudou Kimba a remercié le gouvernement de la 7e République pour l'initiative, ce qui dénote, selon lui, de l'importance que le gouvernement accorde à la question de la protection sociale. Les partenaires techniques et financiers, à travers l'intervention de Béatrice Bussy, ont expliqué l'initiative Agir pour la résilience au Sahel. Le coordonnateur du système des Nations Unies a pour sa part donné l'intérêt que les Nations Unies attachent à la protection sociale. Dans la mesure où la plupart de nos agences présentes ici et avec leur direction régionale ou même de leur siège ont participé à cet important forum. Cela montre tout l'intérêt que nous, en tant que système des Nations Unies, nous attachons à cette importante fonction de protection sociale, vu la récurrence des crises, les vulnérabilités qui, tous les jours, mettent un défi au développement. Le représentant de la Banque mondiale, Nestor Kofi, a quant à lui souligné l'engagement de son institution à appuyer le Niger en matière de démographie. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué le succès du forum. Dr Kadijatou Dandobi a également donné l'ambition du gouvernement pour la protection sociale. Le gouvernement a pour ambition de faire de la protection sociale dans notre pays une véritable locomotive de développement économique et social permettant à tous les citoyens de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux tels que prescrits dans la Constitution du 25 novembre 2010. Car, dit-on, la société n'est juste que lorsqu'elle satisfait les besoins de tous et de chacun. Ce forum, qui a duré 4 jours, a offert l'opportunité aux experts et techniciens de la protection sociale d'engager des réflexions sur plusieurs thématiques liées aussi bien aux axes stratégiques de la politique nationale de protection sociale qu'au cadre institutionnel de sa mise en œuvre. À noter que les participants à ce forum ont reçu chacun une attestation de participation. Volet reportage de ce journal très consommé au Niger, le criquet est disponible aujourd'hui en abondance sur le marché. Sa vente génère un revenu important, très prisé par la population. Sa consommation présente-t-elle un danger pour la population? Élément de réponse dans ce reportage signé Omar Hamma et Sambo Zamou. Réputé, riche en protéines et en minéraux, le criquet est consommé dans plusieurs pays africains, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Niger, le criquet est présent dans tous les marchés. Katako, marché Odata ou encore les grands marchés. Selon les vendeurs, le criquet provient de la région des Zarmaganda, des Anders et de Maradi. En général, dans ces régions, après la campagne agricole, le criquet est disponible en abondance à prix abordable. Les criquets proviennent de Zender et Maradi. La plupart de nos clients sont des femmes. On vend la tasse à 1000 francs et le sac peut coûter 30 000 à 50 000. Les femmes viennent acheter la tasse à 900 francs pour revendre et avoir un peu de bénéfice. Elles vendent ça en sachet et nous nous ravitaillons au niveau des grossistes. La vente du criquet est une véritable activité génératrice de revenus, aussi bien pour les grossistes que pour les détaillants. Vraiment, c'est une activité rentable parce qu'on gagne notre vie. Les criquets sont abondants pendant la saison froide. On a beaucoup de clients. La preuve, nous vendons tout ce qu'on a préparé la journée. Nos plus grands clients, ce sont les commerçants. Ils en achètent en grande quantité.
Cette activité n'est très bénéfique car il faut bien gagner sa vie. Préparer avec tous les ingrédients nécessaires, les criquets et consommer en grande quantité par les Nigériens, hommes comme femmes. J'ai l'habitude de manger le criquet et c'est bon. Parfois, je viens acheter ça au marché. Aujourd'hui, j'achète pour 500. Il est vrai que les insectes dont le criquet, pour la plupart, sont riches en protéines. Leur consommation ne présente pas un grand risque pour les consommateurs. Mais attention, certaines personnes peuvent développer des allergies après leur consommation, ce qui peut constituer un risque en fonction de la gravité de l'allergie. Surtout que de nos jours, certains rapportent que les criquets sont tués avec de l'insecticide, un produit toxique pour l'homme, comme quoi il est à consommer avec modération. Lancement des audiences foraines au village de Birawa dans la région de Tawa par l'ONG Leadership Challenge en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Objectif appuyer l'État du Niger dans l'élaboration des pièces d'état civil aux populations rurales. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Cette cérémonie marque le lancement des audiences foraines à Birawa, dans la commune rurale de Bambay, région de Tawa. À travers cette audience foraine organisée par l'ONG Leadership Challenge en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, en présence de l'équipe de la justice de Tawa, le chef du village de Birawa, le maire de la commune rurale de Bambay ont tour à tour pris la parole pour remercier et encourager l'ONG Leadership Challenge pour cette initiative qui contribue à l'État nigérien dans l'élaboration des pièces d'état civil à la population du monde rural. Le coordinateur adjoint de cette organisation non gouvernementale se prononce sur l'importance des pièces d'état civil et a par la suite développé les objectifs visés à travers cette audience foraine dont la cible sont les femmes et les enfants. L'activité, je précise, c'est la sensibilisation sur l'importance des pièces d'état civil et l'audience foraine. Et cette activité concernera essentiellement les femmes groupement, les filles et les enfants de communautés d'intervention. Et l'objectif, comme vous l'avez dit, à travers cette activité, c'est de réduire la vulnérabilité sociopolitique des femmes et des filles de communautés d'intervention. Nous avons organisé cette activité à Maradi, il y a de cela 4 ans. Et c'est eu égard aux problèmes rencontrés, j'ai dit, au niveau de ces communautés-là, par rapport à la question des pièces d'état civil, et que nous avons organisé cette activité. Et les résultats que toutes les femmes, les filles et les enfants de ces communautés d'intervention aient leur pièce d'état civil. Pour la réussite de cette initiative, les comités de supervision qui ont été mis en place ont reçu un lot de matériel pour mener à bien leurs séances de sensibilisation dans les axes d'intervention de l'ONG Leadership Challenge. Plusieurs communes du département de Tawa vont bénéficier de ces audiences foraines. Comme annoncé dans les titres, la partie magazine de ce journal, la réunion du Conseil des ministres s'est tenue hier matin sous la présidence du président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et adoptés. Le point avec Rachida Altiné et Boubacar Souley. Très bonne réception et bon week-end. Le Conseil des ministres est réuni hier, vendredi 15 novembre 2013, dans la salle habituelle des délibérations sous la présence de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant attribution d'une autorisation exclusive d'exploitation pour hydrocarbures, phase 2 Agadem, à la société CNPC Niger Petroleum SA. Le présent projet de décret a pour objet d'attribuer à la société CNPC Niger Petroleum SA
une autorisation exclusive d'exploitation dénommée AEE Phase 2 Agadem. La République du Niger et China Oil and Gas Exploration and Development Corporation, CNODC, ont conclu un contrat de partage de production le 2 juin 2008 relatif à la recherche, au développement et à l'exploitation des hydrocarbures sur le bloc Agadem. Une autorisation exclusive de recherche a été attribuée à CNODC en vertu du CPP par arrêté numéro 34/MME/DH en date du 4 juin 2008 dénommé AER Agadem. CNODC a cédé le CPP et l'AER à sa filiale, la société CNPC Niger Petroleum SA, qui a obtenu une AEE pour les gisements de Gouméry, Sokor et Agadi, dont l'exploitation a fait du Niger un pays producteur de pétrole depuis novembre 2011. En effet, cette première AEE a permis l'approvisionnement de la raffinerie de Zender, société de raffinage de Zender, Soras, à hauteur de 20 000 barils par jour. La poursuite des travaux de recherche sur le dit bloc a abouti à la découverte de nouveaux gisements, pour l'exploitation desquels une étude a été menée pour déterminer la faisabilité économique, financière, sociale et environnementale. À cet effet, CNPC Niger Petroleum SA a introduit une demande d'une AEE sur 59 gisements conformément aux dispositions de l'article 160 du décret numéro 2007-082-PRN-MME du 28 mars 2007 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2007-01 du 31 janvier 2007 portant code pétrolier de la République du Niger qui a été jugé recevable. Et ce projet de décret portant attribution d'une autorisation exclusive d'exploitation d'hydrocarbures phase 2 Agadem à la société CNPC Niger Petroleum SA, visant en particulier l'évacuation de 60 000 à 80 000 barils jour à travers le pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Sur ce point, je voudrais dire que j'ai parlé de phase 2. Vous savez que la phase 1, c'était l'évacuation de 20 000 barils jour à la raffinerie de Zender, qui, elle, concerne donc pour l'essentiel des produits qui seront raffinés à Zender même. Ici, il sera question de l'évacuation du brut. La phase 2, je dois dire que ça concerne 59 gisements nouveaux et sur lesquels on attend, on va dire, 1 milliard de barils. Mais je dois également dire qu'une autre option est envisagée, mais qui pour l'instant n'est pas définitive. Mais le président de la République, président du Conseil des ministres, a dit d'envisager une étude approfondie de cet axe-là, parce qu'il s'agirait du pipeline Niger-Bénin. Là, en ce moment, on n'aura traversé qu'un seul pays, étranger voisin, alors que de l'autre côté, vous savez, il s'agirait de traverser 3 pays. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2006-232-PRN-MI-D du 21 juillet 2006 portant réglementation des passeports nigériens CEDEAO ordinaires. Le Niger a signé le 15 avril 2005, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société Contec Global, un accord sur la formule Build On Operate Transfer pour la production de 570 000 passeports en 5 ans, pour atteindre le nombre de passeports ordinaires dont la vente devrait permettre le remboursement des frais engagés par le partenaire. À la fin de la période de ce projet, la durée de validité des passeports ordinaires a été fixée à 3 ans, alors qu'elle est de 5 ans minimum dans les autres États membres de la CEDEAO. Dans un souci d'harmonisation avec les autres pays membres de la CEDEAO et surtout d'allègement des désagréments liés au renouvellement et obtention des visas, il est apparu nécessaire de porter la durée de validité du passeport nigérien CEDEAO à 5 ans. Tel est l'objet du présent projet de décret. Je pense que c'est un immense soulagement pour tout le monde et ceci est conforme à la pratique dans la sous-région. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant acte de cessibilité d'une propriété à exproprier dans le cadre du projet de construction d'un échangeur au niveau du carrefour du boulevard Malibéro et de l'avenue de Zamaganda à Niamey.
Le présent projet de décret vise à déclarer cessible partiellement une propriété foncière concernée par les travaux de construction de l'échangeur au niveau du carrefour du boulevard Malibéro et de l'avenue du Zarmaganda à Niamey. Le boulevard Malibéro et de l'avenue du Zarmaganda de la ville de Niamey ont été déclarés d'utilité publique par décret numéro 2011-152/PRN/ME du 28 juin 2011. Les travaux de construction de l'échangeur ont entraîné une démolition partielle d'immeubles bâtis en vue de restaurer l'emprise de l'ouvrage et de respecter les normes de construction. Les dispositions du présent projet de décret sont conformes à la loi numéro 61-37 de novembre 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-37 du 10 juillet 2008. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du Premier ministre sur le bilan du déroulement du Hajj 2013. Il ressort de cette communication qu'il y a eu de réelles et incontestables améliorations dans l'organisation et le déroulement du Hajj 2013 comparé à ceux des années antérieures. C'est pourquoi le Conseil des ministres encourage tous les acteurs du Hajj à persévérer pour continuer à améliorer et parfaire l'organisation et le déroulement de ce rite important pour la communauté nationale. Dans cette optique, il est attendu des organisateurs une amélioration des conditions de restauration des pèlerins. Sur le bilan du Hajj 2013, lesquels, que ce soit les pèlerins, que ce soit en tout cas les agences, tout le monde a salué effectivement cette innovation du premier gouvernement de la 7e République qui a consisté à créer la COHO, la commission au Hajj et à la Umrah, est dirigée actuellement par le commissaire Bello Garba et dont le travail a été unanimement salué et que le président du Conseil a décidé d'encourager très fortement. Une communication du ministre directeur de cabinet du président de la République sur la boucle ferroviaire. À la réunion tenue à Ouagadougou par les chefs d'État du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger sur la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Niamey-Cotonou, il a été décidé que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont réaliser le tronçon Abidjan-Ouagadougou à partir de 2014. Concernant le tronçon Cotonou-Niamey, il sera réhabilité dans sa partie allant de Cotonou à Parakou et construit entre Parakou et Niamey par une société internationale pour un coût estimé à 1 milliard d'euros. Le capital de la société a été arrêté à 70 milliards de francs CFA, repartis comme suit. Partenaires stratégiques 40%, État du Bénin 10%, État du Niger 10%, les privés béninois 20%, les privés nigériens 20%. Le groupe Bolloré a été retenu comme partenaire stratégique. Il s'est engagé à réunir les fonds nécessaires sans délai et à assurer le portage des actions non libérées sur une période de 4 ans. Les travaux vont démarrer simultanément sur les parties nigériennes et béninoises en mars 2014. Le président de la République, vous vous rappelez tous, a effectué une visite de travail au Bénin le 6 novembre passé. Et ceci a consacré, pour tout dire, la concrétisation d'un vieux rêve, celui de voir le rail arriver jusqu'au terminus de Niamey. Et ce n'est plus désormais un mirage, puisque il est convenu désormais que les travaux pourront commencer dès mars 2014. Il ressort clairement de cette communication que ce projet de la boucle ferroviaire qui paraissait il y a quelques mois encore comme une vision totalement chimérique est maintenant en instance d'être concrétisé avec un horizon temps bien connu et un schéma de financement bouclé. Il s'agit là manifestement de l'aboutissement d'un engagement et d'un volontarisme jamais démenti du président de la République qui a toujours considéré ce dossier du chemin de fer comme une dimension importante de la stratégie de raffermissement et de modernisation de l'économie nigérienne. Deux communications du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. La première communication porte sur la conférence des ministres des Affaires étrangères et des ministres en charge de la sécurité sur la sécurité des frontières dans l'espace sahélo-saharien tenue à Rabat le 14 novembre 2013. Cette conférence qui a regroupé beaucoup de pays, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Niger, le Tchad, le Soudan, a concentré sa réflexion sur la sécurité dans cet espace.
et a pu faire des recommandations très importantes, notamment un appel à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir en particulier les autorités libyennes en vue de la stabilisation de ce pays frère et ami. La deuxième communication sur le démantèlement des filières de trafic humain. Suite au décès tragique des 92 migrants vers l'Algérie, des interpellations ont été effectuées par les forces de sécurité à Arlit, Agadez, Zender et Kanché. L'on estime aujourd'hui qu'avec les arrestations opérées dans ces localités, la filière de ce trafic est en voie de démantèlement. D'autre part, à Agadez et Arlit, tous les ghettos abritant les immigrants clandestins ont été fermés et leurs responsables arrêtés. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance.